L'orthophonie, c'est la rééducation des troubles de la voix, de la parole, du langage oral et écrit, des troubles de la déglutition, du bégaiement et des troubles de l'oralité dans les grandes lignes. L'orthophonie s'exerce bien sûr au cabinet, en présentiel comme on dit, et entre parenthèses depuis le Covid, en téléconsultation de façon parfaitement officielle et légale. Quelle est votre particularité dans le domaine de l'orthophonie? Les particularités qui sont les nôtres. Suite à des prises en charge qui devenaient extrêmement longues, il me semblait qu'il fallait qu'on aille vers des raccourcis. Le premier raccourci que j'ai trouvé, c'était le mouvement, c'est-à-dire c'était le corps. Puisque le mouvement est à la base du langage oral chez l'Homo sapiens. L'Homo sapiens n'a pas commencé par s'exprimer oralement. Il faisait des cris, des onomatopées. Et il bougeait énormément son corps, ses mains, ses mimiques faciales. Eh bien, ce mouvement-là, que l'on trouve d'ailleurs chez les malentendants, d'accord, est universel. Ce qui veut dire que le gène de la parole, de la communication, est absolument physique, neurologique. Évidemment, dans notre cerveau d'Homo sapiens, eh bien, nous avons une application supplémentaire, on va dire, qui s'est développée avec le temps, qui est le centre du langage. Et donc, cette particularité du cerveau humain associée à cette disposition aussi gestuelle, eh bien, ce mariage-là a fini par nous donner le langage articulé que nous connaissons. J'ai considéré que cela était la base, et puis c'était également une approche beaucoup plus accessible et beaucoup plus agréable en fait aux enfants. Et je me suis rendu compte en fait d'une troisième chose, c'est que le corps n'oublie rien. Le corps, ce que nous faisons avec le corps, constitue une sorte de mémoire. Je peux me souvenir, si j'ai goûté par exemple une pomme, je m'en souviendrai beaucoup plus que si on m'en faisait tout un discours. Donc l'expérience sensorielle et motrice est une expérience en fait mnésique, de mémoire de long terme, et cette mémoire de long terme est localisée dans une zone particulière du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, et comme par hasard, cette application-là se situe dans un autre logiciel qui est celui de nos émotions. Ce qui veut dire que lorsque je suis ému et lorsque je bouge, eh bien cela va être ancré de façon mnésique, de façon beaucoup plus durable et beaucoup plus agréable. Ça a été ma réflexion, et puis qui a été soumise à l'expérience clinique. Donc à force de m'entraîner, de m'exercer, de voir ces retours qui étaient agréables et plus rapides, eh bien ça finit par donner une sorte de système d'approche différent, qui est celui qui est basé sur les mouvements d'un côté et celui qui est basé sur les émotions. Comment vous avez appelé cette approche, cette nouvelle approche? Cette approche innovante, je l'ai appelée neuroposturophonie. Pourquoi la neuro? Puisque nous sommes basés sur des données neurologiques de fonctionnement cortical, de fonctionnement cérébral, et sur les neurosciences. D'un autre côté, la posture, puisque nous considérons que la posture verticale de l'Homo sapiens, est à la base également de l'apparition de son langage. L'homme s'est mis debout et c'est pour cela qu'il a pu parler. Troisièmement, l'orthophonie, puisque les objectifs sont finalement l'accompagnement et la réduction des troubles pour lesquels les personnes viennent nous voir, que sont la dyslexie, la dysorthographie, la déglutition, le bégaiement, les troubles de la voix, etc. Et pourquoi l'hypnose en orthophonie? Eh bien, parce que le mouvement seul ne suffit pas. Il fallait bien que l'on ait accès à la partie émotionnelle et non pas simplement consciente, attentionnelle, cognitive, qui, de mon point de vue, sont beaucoup trop longues. Et puis, ça ne correspond pas non plus au fonctionnement tout simplement de l'être humain. Je ne peux pas investir l'école, la rééducation, simplement parce qu'on me demande de le faire. C'est parce que je vais aimer. Et nous le savons, les enfants disent mon maître est formidable parce que je l'aime. Ou j'aime cette matière, et on se rend compte que finalement, tout simplement parce qu'il a investi son maître avec lequel il a une relation émotionnelle.
Donc pourquoi l'hypnose? Mais parce que l'hypnose est rapide, et puis elle est agréable, et puis elle touche la partie majeure et prioritaire du fonctionnement cérébral que les neurosciences maintenant ont confirmé comme représentant 90%, voire 95% de notre activité cérébrale. Donc, franchement, lorsqu'il s'agit de faire avancer quelqu'un, est-ce que je vais investir la partie minoritaire ou bien la partie prioritaire? Est-ce que vous avez des résultats cliniques qui vous ont encouragé à aller de plus en plus loin? Les résultats de ces innovations, depuis 38 ans maintenant que je travaille, et surtout depuis une vingtaine d'années, eh bien nous avons une évolution plus agréable, plus rapide, plus efficace que les techniques traditionnelles sur lesquelles je me basais jusque-là. Et pourquoi l'hypnose en thérapie en général? Lorsque nous avons un patient devant nous et que nous occupons simplement du symptôme pour lequel il vient nous voir, eh bien nous nous sommes rendus compte que cela était insuffisant, qu'il fallait qu'on investisse aussi la partie émotionnelle. D'un autre côté, si cette partie émotionnelle prime sur la raison pour laquelle il est venu nous voir. Exemple, si un dyslexique vient et qu'il est extrêmement stressé, je ne peux pas travailler sur ce symptôme-là tant que je ne l'ai pas apaisé. C'est pour cela que j'ai choisi de travailler également cette partie émotionnelle dans l'objectif de rendre le résultat de la dyslexie plus rapide et plus confortable. Donc, les deux sont totalement associés, l'émotion d'un côté et le résultat technique pour lequel le patient est venu consulter. Alors l'hypnose, parce que cela est, encore une fois, plus rapide, plus agréable, et ça touche l'inconscient plutôt que la partie consciente et attentionnelle. Hypnose et orthophonie, un livre écrit par vos soins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Pour communiquer au plus grand nombre, finalement, ces deux innovations, j'ai récemment écrit un livre qui s'appelle Hypnose et orthophonie, les troubles de l'oralité, tome 1. Cela pour mettre à la disposition du plus grand nombre des professionnels et des familles pour les informer en fait de l'existence déjà de ces techniques-là qui me semblent être innovantes et prometteuses dans l'approche nouvelle des problématiques pour lesquelles on vient nous consulter. Et est-ce que vous avez décrit des cas cliniques dans le livre? Ce livre-là est uniquement clinique. D'accord? Donc nous avons réduit de façon drastique la partie théorique pour que cela soit accessible. Donc nous avons parlé de cas concrets de patients, adultes et enfants, hein, avec les deux techniques mises en place qui sont l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire comment l'on peut toucher l'inconscient uniquement par la parole et l'échange verbal, et de l'autre côté l'hypnose formelle, c'est-à-dire au fauteuil, les yeux fermés, etc. D'accord? Donc dans ce livre, il y a accès à ces deux techniques différentes et à la disposition des familles et des professionnels. Et est-ce que le grand public peut aller sur votre site? Est-ce qu'il peut aussi avoir accès via Internet à vos consultations? Alors comment transmettre tout cela? Il me semblait important maintenant de pouvoir communiquer ces innovations au plus grand nombre. Donc d'un côté, il y a bien sûr l'accès au site, le mien à mersafiline.com et celui de notre institut d'hypnose, éthique.fr, lequel concerne davantage les professionnels et les formations qui souhaiteraient peut-être entreprendre dans ce sens. Merci. Eh bien, merci à vous.